riprende Angela Gesuino con lettere a Nora. Sans l'accent pour le français, hein? C'est lettre, virgule, A, petit a. Lettere, virgola, a, virgola, Nora. Bon, on va reprendre la même question qui nous anime depuis samedi. Bon, peu importe. Qui était Nora Barnacle? On pourrait commencer en disant que c'était une jeune femme irlandaise qui, au début du XXe siècle, aimait épingler des mouchoirs parfumés à l'intérieur de ses vêtements, de sorte qu'en marchant, elle embaumait la rose et les benjoins. Cela pourrait donner une idée de la sensualité qu'elle dégageait et qui n'a pas échappé au tout aussi jeune James Joyce, qui a suivi tout au long de sa vie cette trace parfumée à la lettre près. Mais comment faire un portrait juste de Nora? Et puis, aux yeux de qui? De son siècle, de son pays natal, de sa famille, de sa biographe, ou encore du féminisme à outrance qui nous entoure aujourd'hui? Au risque de vous décevoir, je vous propose de laisser de côté la tentation de savoir qui étaient vraiment ces personnages pour le moins singuliers, pour essayer d'esquisser les portraits de la femme qu'elle a été pour Joyce. C'est tout ce qu'on peut, si on y arrive. Plus précisément, la question qui va nous intéresser ici est celle de savoir, en suivant les pas de Lacan, ce qu'elle portait pour Joyce et les conséquences pour lui de cette rencontre dans sa vie et dans son œuvre. La question s'est moins posée en ce qui concerne les effets de cette rencontre pour Nora elle-même. Mais si nous voulons, in fine, poser la question du vrai couple, peut-être qu'il faut essayer d'en dire quelque chose tout de même. Quiconque s'intéresse à cette question de savoir qui était Nora pour Joyce s'intéressera aux lettres à Nora, écrites entre 1904, l'année de leur rencontre, et 1912. Elles sont en effet incontournables, mais je voudrais les aborder en ayant comme contrepoint Giacomo Joyce. Ces poèmes d'amour en prose, écrits en 1914, commencés dès 1911, mais qui ne sera publié qu'après la mort de Joyce. Donc c'est écrit après la rencontre de Nora. Je vous laisse souligner ça. Pourquoi proposer ces détours? Parce que nous faisons le pari que le statut qui est accordé à une femme n'y est pas le même et que de ce fait, il peut éclairer à contre-jour la place de Nora. Un petit extrait de Giacomo Joyce pour donner un peu de chair littéraire à notre hypothèse. Je cite donc. « Elle lève les bras et tente de nouer un voile noir autour de sa nuque. Elle ne peut pas, non, elle ne peut pas. Elle se recule vers moi sans un mot. Je lève les bras pour l'aider, les siens retombent. Je tiens les bords arachinéens de l'étoffe et, les écartant pour les fixer, j'aperçois à travers la feinte du voile noir son corps gracile gainé dans des habillés rouges. Les rubans qui l'amarrent à ses épaules glissent et il s'affaisse lentement. Un corps nu, gracile et doux, miroitant d'écailles argentées. Ils glissent les longs des fesses minces d'argent poli et sur leur sillon, un nombre d'argent terni. Doigts mouvants, froid, calme, un contact. Et puis je vous livre tout de suite la fin du texte. Suspens, un appartement vide, lumière torpide, un long piano noir, cercueil de musique. Posé sur un bord, un chapeau de femme aux fleurs rouges et un parapluie replié. Ses armoiries, un casque, des gueules,
et une lance émoussée sur un champ du sable. Envoie, aime-moi, aime mon parapluie. En ce qui concerne les lettres à Nora, vous venez d'entendre quelques extraits. Je ne sais pas quel effet cela vous fait d'entendre ces deux textes, mais il me semble que nous ne sommes pas saisis de la même façon par la lecture des lettres à Nora que par ces récits d'une grande beauté, d'un grand érotisme qui est Giacomo Joyce. La différence des faits produits par la lecture pose une question. Il s'agit de la même écriture. Essayer de cerner cette différence, c'est aussi une façon de soutenir que ce qui est en jeu dans ces deux textes n'est pas du même ordre, côté femme y compris. Et c'est bien cela qui nous intéresse. Quelle femme est produite par l'écriture des lettres à Nora et quelle femme par l'écriture de Giacomo Joyce? Giacomo Joyce, avec sa musique sexuelle, sa luxure verbale, sa beauté et son érotisme raffiné, vient nous faire miroiter une femme serpent étoilé, une femme avec une lance émoussée. Il s'agit en effet d'une tentative de mettre en scène par l'écriture quelque chose de l'ordre d'une parodie de la structure même du désir, de ce qui rate inévitablement. La femme en question est un objet anonyme, une femme entre autres, qui n'a pas besoin d'être nommée car elle ne fait pas exception. Ainsi, le nom d'Amelia Popper, pourtant l'inspiratrice de ce texte, est escamoté au profit de l'éruption d'autres noms de femmes et pas de moindres, Nora, Eda, Béatrice, de Dante, bien sûr. Nous sommes ici en effet dans les registres du parapluie. C'est que toute la dernière phrase du texte vient expliciter. Mais in fine, on peut se demander si ces parapluies, Joyce les prend au sérieux ou s'il le tourne en dérision. Le lecteur peut, lui, se laisser prendre au jeu de cette parodie, mais Joyce n'est pas dupe. Lacan, dans les séminaires Le Saint-Homme, séance de 18 novembre 1975, nous dit ceci à propos de Joyce. C'est l'art qui a suppléé à sa tenue phallique. Son art est le vrai répondant de son phallus. Peut-être que ce que l'écriture de Giacomo Joyce nous apprend est que James Joyce est capable d'en jouer, de jouer avec les parapluies, mais peut-être seulement à certaines conditions. En ce qui concerne la correspondance avec Nora, le paysage est tout autre. La lecture de texte d'abord agace, rebute, exaspère, dégoûte. Ici, pas de beauté ni d'érotisme raffiné. On est plutôt du côté de l'obscène, de l'obscénité produite par les réels de la lettre. L'entreprise ici, encore une fois, est d'un autre ordre. Et cette obscénité, cette mise en avant de l'objet dans sa crudité, est nécessaire pour produire ce que Giacomo n'a pas fait. Nora. Une femme réelle. Ici, pas de parodie, pas de place pour les semblants, pas de parapluie. Il s'agit de produire par l'écriture ce qui va faire tenir Joyce, ce qui va le faire jouir. Je cite un extrait de lettre. Pendant que je l'écrivais, ta lettre était posée en face de moi, et mes yeux fixés, comme ils le sont maintenant même, sur un certain mot de cette lettre. Il y a quelque chose d'obscène et de lubrique dans l'apparence même des lettres de ce mot. Le son lui aussi ressemble à l'acte lui-même, bref, brutal, irrésistible et diabolique. Mais n'allons pas trop vite. Au début de la correspondance, Nora et Joyce viennent se rencontrer. Cette rencontre est déterminante. Joyce entre dans sa liaison amoureuse avec Nora en même temps qu'il entre en littérature.
comme nous indique André Taupier dans sa préface aux lettres à Nora, et nous savons que la rencontre avec Nora vient irriguer toutes les figures des femmes encore incréées. Mais ce qui s'écrit, et donc ce nous entre Nora et Joyce, ne se donne pas tout de suite. Les moments de la rencontre témoignent plutôt de ce qui est dénoué chez Joyce. Je cite un extrait de la lettre du 15 août 1904. « Comment dois-je signer ? Je ne signerai pas du tout, car je ne sais pas comment signer mon nom. » Ce nouage qui sera produit par la rencontre avec Nora reste néanmoins fragile et peut se défaire dans des moments précis, comme témoigne la lettre du 18 novembre 1909, moment où ils étaient séparés. Je ne signerai pas mon nom parce que c'est les noms par lesquels tu m'appelais lorsque tu m'aimais et m'honorais et me donnais ta tendre jeune âme pour que je la blesse et je la trahisse. Il s'agit là de la lettre d'un repenti et la lettre suivante, celle datée du 19 novembre, sera encore une fois une lettre non signée. Après les lettres qui signent la rencontre, viennent donc ces lettres produites par une période de séparation. Joyce est à Dublin et Nora à Trieste. Les lettres les plus bruyantes datent, comme vous le savez, de cette période qui va d'août à décembre 1909. Mais face à l'ardeur de ces lettres, la mise en avant des goûts sexuels de Joyce, notamment en ce qui concerne les excréments, son intérêt fétichiste pour le vêtement, sous-vêtements et fourrures, qu'allons-nous dire? À la lecture des biographies de Joyce et de Nora, nous pouvons constater que leur vie de couple est plutôt banale et ferait hurler de rage les féministes d'aujourd'hui. Abandonnons donc ici toute velléité de savoir ce qui se passait dans leur lit, de regarder par les trous de la serrure. Si invention il y a, c'est une invention d'écriture. Joyce invente Nora, invente l'écriture. Les corps en question, ce sont des corps de lettres, et la jouissance est avant tout une jouissance de l'écrit. Comme nous le dit autrement Charles Melman, ici la chambre à coucher est une pure production littéraire. J'ajouterais que ce n'est pas l'acte sexuel qui écrit le rapport. Cette écriture se fait ailleurs, même si cette écriture peut se traduire dans la chair, bien sûr. Joyce n'écrit pas sa vie dans cette correspondance, ce sont les lettres à Nora, qui écrivent la vie de Joyce, et je ne suis pas la première à le dire. Ces lettres dites pornographiques, obscènes, sont-elles moins des lettres d'amour pour autant? Ce n'est pas ce qu'écrit Joyce en tout cas. Comme nous savons, Joyce confie à plusieurs reprises qu'il n'a pas d'imagination. Lacan a tiré ses conclusions de cette affaire en ce qui concerne la consistance de l'imaginaire chez Joyce. Mais nous pourrions nous poser un autre type de question. Comment aime un homme qui n'a pas d'imagination, dont l'imaginaire fout le camp comme son corps? De quel amour? Je n'ai pas de réponse, mais il me semble que la question mérite ici d'être posée. Après ces petits parcours, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui peut s'écrire chez Joyce ou cesser de ne pas s'écrire? Pouvons-nous soutenir que les lettres à Nora, en produisant la femme, tentent d'écrire les rapports sexuels, alors que Giacomo Joyce, produisant une femme serpent, essaye d'écrire l'Odyssée du désir? Pouvons-nous mettre Giacomo Joyce à l'enseigne du fantasme? Plutôt parodie, je dirais. Quel rapport entre ces deux textes? Dans quelle mesure les lettres permettent-elles l'écriture de Giacomo? Dans quelle mesure le nouage permis par les symptômes, permis par la rencontre avec Nora, rend-il possible cet autre bord de l'écriture de Joyce qui est Giacomo?
Autre question importante. En quoi l'écriture de ces deux textes prépare la rupture produite par Finnegan's Wake? En quoi prépare-t-il l'inclusion de la lettre dans la chaîne signifiante? En quoi font-ils les lits de cette littéralité jouissive présente dans toute l'œuvre de Joyce? Pour essayer d'y répondre, je voulais reprendre à ma façon les dialogues entre Ulysse, Finnegan's Wake et Giacomo Joyce, esquissés par Yannick Haenel. Stéphane dans Ulysse semble commenter la conduite de Giacomo. Un donjuanisme fin ne les sauvera pas. Qu'est-ce qui sauve alors? La réponse vient dans Finnegan's Wake. Parole, sauve-nous. Mais c'est déjà dans Giacomo que Joyce tranche. Quoi alors? Écris-le, abruti, écris-le. Que sais-tu faire d'autre? Est-ce qu'il faut voir là, comme le fait Brenda Maddox, la biographe de Nora, un aveu de l'impuissance de Joyce, ou plus sérieusement l'indication que ce n'est que par l'écriture que le rapport à la femme peut trouver une issue? C'est que ces deux textes peuvent aussi nous faire toucher du doigt et qu'une femme peut être le support du fantasme pour un homme, ce qui n'inscrit pas forcément le rapport sexuel, c'est Amelia Popper pour Giacomo Joyce. Et puis, une femme peut aussi être prête à porter les symptômes pour un homme, comme Nora pour Joyce, ce qui est d'une autre facture. En effet, donner corps à l'objet du fantasme ou donner corps aux symptômes, ce n'est pas la même chose. Cela n'engage pas la même position subjective, pas la même jouissance et peut-être pas les mêmes corps. Essayons de préciser un tout petit peu cette affaire. Comme nous savons, la question de l'écriture est fondatrice des rapports de Joyce avec Nora. Et si obscénité il y a dans leur correspondance, elle vient de ceci. L'objet, la lettre et Nora sont dans une espèce d'équivalence mis au devant de la scène. Nora y occupe la place centrale entre lettre et litter, lettre et ordure. Si la correspondance avec Nora avait été de l'ordre du beau, nous dit Charles Melmont, Joyce aurait raté son coup dans les deux sens du mot. Nora et l'écriture, c'est la même chose, c'est les mêmes symptômes. C'est ce qui vient réparer les lapsus du nœud de Joyce, c'est ce qui vient y faire suppléance à la carence paternelle, comme nous l'enseigne Lacan, c'est ce qui lui permet de signer son nom. De quoi ces lettres à Nora peuvent-elles être le témoin? Cette correspondance témoigne d'une tentative d'écrire, dénouer ces réels d'un rapport homme-femme par une invention d'écriture et de la même main d'une tentative particulière de faire couple sans validation d'une référence tierce. Ce qui effectivement peut avoir comme effet de déplacer ces réels du non-rapport. Car si l'écriture donne un nom à Joyce, répare la carence du père, Nora fait de Joyce un homme. À défaut d'un père, c'est elle qui lui reconnaît son identité d'homme. On peut d'ailleurs nous appuyer sur ce que nous dit là-dessus Brenda Maddox. Nora savait, parce que Joyce le lui avait dit, qu'il croyait qu'elle avait fait de lui un homme. C'est important de signaler que cela vient de Joyce, qu'il ne s'agit nullement d'une revendication hystérique de la part de Nora. Charles Melmont, à ce propos, nous indique que si Nora a pris cette importance pour Joyce, c'est à la suite du fait qu'elle lui a mis la main dans le pantalon. Ce qui fait que la connaissance de son sexe est venue à Joyce par une opération réelle, qui lui venait d'une femme qui célébrait pour lui l'instrument, une nomination donc qui lui vient de l'autre, d'une femme du réel et pas d'une instance tierce. Nora a été cette femme-là pour Joyce, une femme capable de faire de lui un homme et non pas un maître, d'accepter la non-équivalence nécessaire pour écrire un rapport sexuel, sans quoi l'affaire était foutue, nous disait Melmont. Nora les symptômes, c'est donc Molly, Allium Molly,
l'ail doré, l'herbe qu'Ulysse avait donnée à ses hommes pour les protéger des maléfices de Circé. Elle est antidote, elle répare. Mais curieusement, Nora ne s'intéresse pas à Ulysse, elle préfère Finnegan's Wake. Pourquoi tout ce bruit pour Ulysse? Finnegan's Wake, voilà les livres qui comptent, nous dit-elle. Pourquoi? De quoi est-elle complice dans ce type d'écriture? Qu'est-ce qu'elle épouse? Qu'est-ce qu'elle épouse sinon les types de jouissances qui procurent à la fois ce travail de la lettre et cette polyphonie du signifiant? Elle épouse ce texte qui se réduit au réel de la lettre comme sens évidé, ce qui fait les lits de la jouissance de Joyce, comme nous dit Catherine Millot. En tout cas, qui mieux que Joyce a pu rendre compte de comment parle une femme? Qui mieux que Joyce a pu mettre par écrit les tissages de sa parole? Parce que c'est de cela dont il s'agit. N'oublions pas que dans Bloom, il y a loom, métier à tisser. Référons-nous au monologue de Molly. Je vous cite juste les dernières lignes de ce monologue, sans aucune ponctuation, sans aucun paragraphe, sans aucune coupure dans le temps. Molly parle dans un flux continu, comme un fleuve, mélangé passé, présent, futur, parlant de sexe, d'amour, de cuisine, des affaires de voisinage, des souvenirs d'enfance, de sa fille, de ses amants, de ses fantasmes, de son mari, de ses peines et de ses joies. Elle parle comme on parle, nous les femmes, sans fin. J'ouvre les guillemets. Je prends mon souffle parce que ce n'est pas facile de lire sans ponctuation. Quand j'étais jeune, une fleur de la montagne, oui. Quand je mis la rose dans mes cheveux comme le faisaient les Andalouses, ou devrais-je en mettre une rouge, oui. Et comment il m'a embrassée sous le mur des morts, et j'ai pensé, bon, autant lui qu'un autre, et puis j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore, oui. Et puis il m'a demandé si je voulais, oui, de dire oui. Ma fleur de la montagne, et d'abord, je l'ai entourée de mes bras, oui, et je l'ai attiré tout contre moi, comme ça il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, oui, et son corps battait comme un fou, et oui, j'ai dit oui, je veux, oui. Si je cite ces dernières lignes, c'est aussi pour attirer votre attention sur quelque chose qui vient caractériser Molly et qui vient, à mon sens, signer la position de Nora. Elle dit toujours oui, et en fait, oui est le dernier mot du roman. Alors pourquoi lui donner autant d'importance à ce oui? Comme nous savons, ce yes de Joyce ne vient pas de nulle part. Il inverse la phrase de Méphisto dans le Faust de Goethe. Goethe dit la chose suivante: je suis l'esprit qui toujours nie. Et Joyce fait dire à Pénélope Molinora: je suis la chair qui dit toujours oui. Mais chez Joyce, le yes est un mot femelle, côté jouissance de la chair, côté corps des femmes, corps de la lettre aussi bien. Faudrait-il parler ici d'une Béyaoung de la chair? Au fond, la question pourrait être la suivante. Quelle est la fonction de ces oui fondamentales dont Molly et Nora sont porteuses dans l'œuvre et dans la vie de Joyce? J'ai presque fini. En tout cas, cette phrase, « Je suis la chair qui dit toujours oui », sert à comprendre la position fondamentale de Nora vis-à-vis de Joyce. Elle lui a dit toujours oui, et d'abord avec sa chair. Elle a dit oui côté jouissance, elle a dit oui à la complicité absolue qu'il exigeait d'elle, elle a dit oui à sa vie d'errance et de précarité, elle a dit fondamentalement oui pour se mettre au service de son écriture, de son œuvre. Brenda Maddox a cru bon devoir justifier ce qui pourrait apparaître comme une passivité de Nora face à Joyce. Il n'en est rien. Elle était totalement libre et sans aucun sentiment de culpabilité, ce qui était une des plus grandes séductions aux yeux de Joyce.
Une dernière question peut nous aider à cerner la place de Nora. Lacan suggère que chez Joyce, l'ego lui aussi tient sa consistance de l'écriture, qui lui aussi aurait une fonction réparatrice. Faut-il séparer Nora les symptômes de l'ego ou au contraire les mettre en rapport? Nora, tout comme l'écriture, serait-elle aussi essentielle pour son ego? En tout cas, après les quelques séparations du début de leur relation dont témoignent les lettres à Nora, il ne pouvait littéralement pas se passer d'elle. C'est le cas de le dire. Une journée sans Nora, ce n'était pas pensable. Il avait physiquement besoin d'elle. Sans elle, il ne tenait pas debout, il ne pouvait pas écrire, et séparé d'elle, on voit ponter dans les lettres un délire de jalousie. On peut dire que Nora a assumé cette fonction jusqu'au bout, et même au-delà de sa mort à lui. Nora demeura en exil pour l'amour de Joyce. Elle ne pouvait pas l'abandonner, c'est-à-dire son corps. Je cite encore sa biographe. Ce que j'ai essayé de décliner ici, ce sont les effets pour Joyce de Nora les symptômes, Nora l'écriture. Et je pense qu'ils se déclinent dans les 3 dimensions réelles, symboliques, imaginaires. Écrire un drôle de rapport sexuel, c'est faire un nom et construire son ego. J'ai essayé de dire aussi quelque chose de la position de Nora. Encore une fois, elle n'était pas une femme passive, elle n'était pas dans une position sacrificielle, ni dans la culpabilité. J'ai eu du mal à trouver un terme qui puisse convenir. En fait, ce que j'ai trouvé de mieux pour parler de sa position, c'est de dire que c'était une position d'engagement de pure jouissance. Voilà ce dont elle était capable. Mais si Nora était pour Joyce son symptôme, qu'est-ce qu'il a été pour elle? Une affliction, un ravage, pas sûr. Je ne crois pas que Joyce essayait de la déloger de ces champs autres qui lui donnaient son prix, de la phaliciser, pour dire cela autrement. Je préfère dire que Nora a consenti à être son symptôme, donc à se prêter à ce qui serait éventuellement un rapport sexuel, avec l'effet qu'effectivement, à partir de ces moments-là, les derniers mots de l'affaire, c'était oui. Nous savons que Joyce et Nora ont vécu leur vie durant dans une errance et dans une précarité assez terrible. Ça a été dit au long de ces journées. Ils ont traversé l'Europe comme des sans domicile fixe, dans un exil permanent. Nora a fini ses jours à Zurich, refusant catégoriquement de rentrer en Irlande. Ils ont brûlé les livres de mon mari et je n'y retournerai pas. Est-ce par entêtement ou par un trait de structure de sa position fondamentalement autre qu'elle décide de rester en exil? Non seulement Nora a réussi à vivre à côté de Joyce, mais elle lui a survécu. Peut-être parce qu'elle était capable de dire cette phrase étonnante qui, au-delà de la mort, vient témoigner en quelque sorte de ce qu'ils partageaient. Je cite, « Il doit aimer les cimetières où il est. C'est tout près du zoo et l'on entend rougir les lions. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, pardon. Merci beaucoup Angela pour ton très beau texte. E grazie molto Angela per il tuo bellissimo testo. Il y a beaucoup de choses, on va prendre juste une petite demi-heure pour discuter, donc je vais attraper une demi-heure, c'est bon. Allora, ci sono moltissime cose, ma ne afferrerò solo qualcuna. 20 minutes on me dit alors pour discuter, 20 minutes. Donc, je prends comme ça les choses qui m'accrochent. Le oui de Nora à Joyce. Il sì di Nora Joyce. Mais alors, le oui de Joyce à Nora.
E il sì di Joyce a Nora, Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? perché non se ne parla? Parce que, il me semble, tu l'as dit un peu, hein, c'est une boutade, il me semble que comment ça s'articule pour l'un et pour l'autre dans leur couple, jouissance et désir. Allora, come si articolano nella loro coppia per l'uno e per l'altro godimento e desiderio? Pour Joyce, on peut en avoir une idée plus précise parce que c'est un artiste, parce qu'il écrit. Con Joyce possiamo averne un'idea più precisa perché è un artista e ne scrive. Et que donc on approche ça par son œuvre, très spécifique. E quindi noi possiamo accostarci a questo grazie alla sua opera, molto specifica. Et comme un grand nombre d'artistes de ce début du XXe siècle, son œuvre, elle vient faire éclater la métaphore, E come molti artisti all'inizio del XX secolo, la sua opera fa in qualche modo risplendere, esplodere la metafora, pour révéler la métonymie sous-jacente à la métaphore per reperire la metonimia soggiacente alla metafora et permettre l'émergence d'un dire. e quindi permettere l'emersione di un dire. Le monologue de Molly, Il monologo di Molly, qui annonce Finnegan's Wake, che annuncia Finnegan's Wake, c'est le dire de Joyce. è il dire di Joyce Le continu dont il s'agit là, e il continuo di cui si tratta lì c'est celui dans lequel Joyce se trouve, è quello in cui si trova Joyce, c'est-à-dire que Joyce, tu as commencé par Giacomo Joyce. Joyce fait ce trajet, je vais le dire avec les termes d'Encore, de la partie gauche à la partie droite du tableau de la sexuation. perché tu hai cominciato con Giacomo Joyce e sembra che Joyce faccia questo tragitto dalla parte sinistra alla parte destra delle formule della sessuazione. Ça n'est pas sur lui sans effet subjectif, on sait pourquoi. Non è senza effetti soggettivi per lui. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'un grand nombre d'artistes, d'écrivains de cette époque-là, ont fait ce même trajet. E quello che mi interessa molto è che molti artisti nella stessa epoca fanno questo tipo di tragitto. Un certain nombre avec des relations de couple étonnantes. E un certo numero con delle relazioni di coppia veramente sbalorditive. Et donc, peut-être, si j'entends bien ton topo, Joyce et Nora, un vrai couple. E quindi se io capisco bene il tuo intervento, Joyce e Nora una vera coppia? Oui, dans la mesure, oui, un couple en tout cas, où il y a rapport, parce que Nora, de sa position subjective, dont on ne sait pas grand-chose, elle permet à Joyce d'accéder à son dire. Allora, io direi sì, almeno una coppia, perché Nora, in virtù della sua posizione soggettiva, Mais d'accéder à son dire dans l'œuvre littéraire. permette Dans a l'œuvre Joyce littéraire. di accedere al proprio dire nell'opera letteraria. Merci de cette question difficile, Cyril, mais je vais être un peu contrariante. Allora, Parce que- io sarò un po' divergente, ti verrò un po' contro, Sur un point, su un punto. je ne crois pas que le trajet de Joyce a été du côté gauche au côté droit, Io non credo che il tragitto di Joyce sia stato dal lato sinistro al lato destro du tableau de la sexuation. delle tabelle della sessuazione. Je pense que dans le trajet que j'ai essayé de montrer dans mon topo, Nel tragitto che ho cercato di mostrare, s'il a pu se balader du côté gauche, du côté droit, s'il a pu aller se faire un tour du côté droit, si è potuto muoversi sul lato sinistro, gauche, c'est parce qu'il a rencontré Nora. è solo perché ha incontrato Nora Et que ça est l'écriture qui lui a permis de faire une suppléance phallique. e che è la scrittura che ha permesso di fare una supplenza.
Joyce, comment les situer entre les côtés droits et les côtés gauches de la formule de la situation? Ce n'est pas pour rien que Lacan a fait appel à la topologie. Mais je pense qu'il avait une acquaintance avec le côté droit du tableau, ne serait-ce que par cette carence paternelle. Allora, non è per caso che Lacan ha fatto ricorso alla topologia, perché non è facile collocarlo. La deuxième partie, Angela, s'il vous plaît. Perché non è un caso che Lacan si sia chiesto appunto chi era Joyce, perché lui aveva comunque un certo qualcosa in comune con la parte destra, senza però iscriversi nettamente né da una parte né da un'altra. Vous savez, ce qui me pose problème, même dans ce que je viens de dire là, c'est la question de qu'est-ce qu'ils partagent tous les deux. Quello che mi pone un vero problema è che cosa condividono. Et moi, je fais une hypothèse, E faccio un'ipotesi, qui est la question de la jouissance de la lettre. e che sia la questione del godimento della lettera. Nous savons l'affinité de la femme avec la lettre. Noi conosciamo l'affinità della donna con la lettera Lacan ne cesse de dire que la lettre féminise. e infatti Lacan dice che la lettera femminilizza. Et donc, c'est pas pour rien qu'Enora disait que le livre qui comptait, c'est Finnegan's Wake. E non è per caso che Nora diceva che il libro che contava era Finnegan's Wake, Elle était chez elle. e lì era a casa sua. Et deux remarques différentes. En effet, Angela, peut-être que tu ne viens pas tout à fait contredire ce que je dis, c'est que j'étais juste après. Moi, j'ai pu soutenir à propos de Robert Walser que c'est... Ho sostenuto a proposito di Robert Walser que c'est son aventure dans la littérature che la sua impresa letteraria qui lui révèle pour lui que la métaphore, elle ne tient pas. che rivela che per lui la metafora non tiene. Une autre remarque comme ça de rencontre. Finnegan's Wake pour Nora, comme le texte qui va comme un gant à Nora. Allora, come un gant. Allora, Finnegan's Wake è il testo che fa per Nora, che le va come un guanto. Mais il y a cette fameuse lettre de Joyce à Lucia, où il écrit il va falloir que vous m'aidiez, 17, 24 langues différentes, où on passe d'une langue, d'une ligne à une autre, et qui convient tout à fait à Lucia, sa fille. Allora c'è questa famosa lettera che Joyce ha scritto alla figlia, sembra, in 24 lingue diverse. Et la question, enfin là où je veux en venir, c'est que il y a quelques années, là, quand le monologue de Molly Bloom a été mis en scène au théâtre, Sì, da qualche anno ormai il monologo di Molly Bloom è stato messo in scena in teatro. la comédienne qui était brillantissime et dont j'oublie le nom là, Tamara Bartolini, hier. La femme qui... no? la comédienne Oui, qui jouait. Pas hier, no. Allora, quella volta che c'è stata un'attrice che ha messo in scena il monologo, Non, on l'avait vu di cui non ricordo il nome, ouais, on l'avait vu ça en France, avait pu nous dire, je ne me souviens plus précisément de ces mots, mais qu'elle n'avait pu apprendre ce monologue qu'à partir du moment où elle lâchait la signification pour en faire une chanson qui passait dans son corps. allora che lei aveva potuto imparare questo monologo nel momento in cui aveva abbandonato la significazione, facendone invece una melodia che passava per il suo corpo. Et donc comment ça joue entre le corps de Nora et le corps de Joyce? Come funziona fra il corpo di Joyce e Nora? Parce que hier soir, en effet, au restaurant, en revanche, on écoutait Joyce et sa manière de dire ses textes. Perché ieri sera al ristorante, ascoltando Joyce, la voce di Joyce che recitava i suoi testi, Donc sans doute que c'est dans la relation sexuelle, pour le coup, que quelque chose s'est joué entre les deux qui leur permet d'accéder à cette jouissance de la lettre.
E allora la domanda è se quel che permetteva loro di accedere a questo godimento della lettera non fosse in realtà nella sessualità. Oui, je serais tentée de dire oui, E sarei tentata di dire sì, mais là, il y a peut-être une dissymétrie. però lì c'è forse una dissimmetria, Parce que Nora est à la place de la lettre, dont Joyce jouit. allora Pour perché per Angela Nora è nel posto della lettera di cui Joyce gode. Et vous savez, il y a une nuance que j'essaie d'établir depuis un certain temps. Allora c'è una sfumatura che sto cercando di afferrare. C'est différent dans un couple névrotique banal, E questo è diverso rispetto a una coppia nevrotica que la banale, femme accepte de venir faire semblant d'objet du fantasme de l'homme. J'ai parlé de ça dans les journées sur le fantasme féminin. dove una donna fa sembiante ma come sembiante? Et vous savez, une femme, quand elle change de partenaire, elle accepte que son corps soit découpé autrement. L'objet, il est autre d'un partenaire à un autre, c'est pas le même. Allora quindi una donna accetta che questo oggetto sia ritagliato sul suo corpo in modo diverso a seconda da un partner a un altro. Elle y trouve son compte quelque part. Elle trouve son compte quelque part. trova il suo tornaconto da qualche parte. Autre chose, c'est d'être. Donc, une chose, c'est d'être le support d'un fantasme d'un homme qui n'écrit pas forcément le rapport. Allora, una cosa è essere il supporto di un fantasma di un uomo, il che non porta necessariamente alla scrittura del rapporto. Autre chose, c'est venir comme support de son saint homme. E tutt'altra cosa è stare lì come supporto del sintomo col TH. Le corps n'est pas engagé de la même façon. Il corpo non è messo in gioco, coinvolto nello stesso modo. Non, bien sûr, merci, mais je n'ai pas repris toute cette partie de ton topo, en effet. Oui, oui. Peut-être, j'aurais d'autres choses. Non, alors juste très rapidement, puisque je l'avais à l'esprit après l'intervention de Pierre-Christophe ce matin aussi, je voulais rappeler Melman, lors de clôture de l'une de nos journées, mais je ne sais plus lesquelles, avait commencé comme ça son intervention. Pour un homme qui se tient dans l'imaginaire e pour une femme qui se tient dans le réel. Allora, Melman aveva cominciato così un suo intervento, quindi per un uomo che si tiene sull'immaginario e una donna che invece si tiene sul reale. Bon, à partir de là, c'est moi qui redis, je m'éloigne de ce que dit Melman texto. Mais diciamo, è una ricostruzione, non è che abbia il testo di quel che Melman ha detto. Mais qu'un homme qui se tient dans l'imaginaire, pour un homme qui se tient dans l'imaginaire, pour une femme qui se tient dans le réel, est-ce que le nouage borroméen à 3 ne leur permettrait pas d'écrire un rapport? L'annodamento Borromeo a 3 permetterebbe loro di scrivere un rapporto? Et donc on retrouve la question de la lettre et de la jouissance. Mais je E veux quindi bien. la questione della lettera. C'était une remarque latérale. La salle ici, la salle Zoom, personne n'a plus envie de rien, tout le monde veut aller manger? Moi, je voudrais dire quelque chose, si c'est possible. Non, seulement, pas une remarque, une véritable question, mais une observation. Est-ce que je peux dire quelque chose? Aujourd'hui, il me semble, avec Angela, on a à nouveau essayé de saisir la place Nora. Non? Parce qu'il y a cette question Nora, objet de jouissance, Nora, symptôme. Et donc, Angela, si j'ai bien entendu, tu vas situer Nora du côté du symptôme. Une jouissance partagée de la lettre, elle disait. Allora, oui, allora, il y a ce point particulier, Nora en tant que lettre, Nora en tant que symptôme. Allora, lo dico in italiano, siccome da ieri uno dei punti più indagati è questo posto di Nora, e dunque oggi nella relazione di Angela risalta questo posto di Nora Santom, TH, e Tatiana diceva anche di Nora
lettera. Bon, ci fermiamo qui? Je peux dire quelque chose? Oui, C'est ça doit être possible. Francesca. Oui, vas-y. Merci. D'abord, merci beaucoup pour ces interventions de ce matin. Madame Gesuino et puis Père Christophe Clatellino, c'était vraiment très, très passionnant. Mais je voulais juste dire une petite chose qui me semble qui est très simple et qui concerne à la fois ces deux interventions que vous avez faites. Et en reprenant ce petit bout de lettre qui a été lu, d'ailleurs le fait de la lire à haute voix, vraiment ça permet des fois d'entendre encore mieux, où il s'agit de ce moment de relation sexuelle écrit dans la lettre donc de Joyce, donc nous n'en savons rien au fond, mais enfin on le prend comme tel, où Joyce est derrière Nora et il lui reconnaît en quelque sorte ces deux jouissances, parce que il dit pas que c'est juste de la jouissance autre, il dit que c'est qu'elle jouit à la fois phalliquement et autre avec ses yeux de folle là. Et ce que vous disiez, Madame Gesuino, me fait penser... Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez traduire vous-même? Sì, volevo dire, certo sì, volevo solo dire una cosa molto semplice che è stata evocata stamattina da Pier Christophe Catelino, ma anche adesso in un altro modo da Angela Gesuino, e che riguarda una di queste lettere di Joyce che Pier Christophe Catelino ci ha letto, in cui c'è questo rapporto sessuale, non rapporto sessuale, questa relazione sessuale in cui lui, Joyce, è dietro lei e in cui però lui riconosce che lei ha a che fare sia con il godimento fallico che con il godimento altro, cioè tutti e due i godimenti, uno col suo corpo in un certo senso e l'altro da questi occhi un po' da matta che ha, non mi ricordo esattamente com'è il testo, e mi sembra a questo punto molto importante anche per quello che diceva adesso Angela Gesuino, e quando dice che, come ha detto, che Joyce non vuole fallicizzare Nora, cosa che peraltro, perché potrebbe benissimo non aver preso in conto questi due godimenti, mentre lui ha la possibilità, anche forse per la sua struttura, non lo so, di tenere conto del fatto che lei, quello perlomeno in cui lui riesce a cogliere in lei, che ci sono questi due godimenti contemporanei. Vous avez compris en français? Oui, ok, voilà. C'était juste ce que je voulais dire depuis tout à l'heure un peu et qui me semble qu'avait à voir aussi avec, d'une certaine façon, un petit peu marginal peut-être, enfin un peu de côté, mais par rapport à ce que Madame Gesuino venait de dire aussi, que Joyce n'a pas voulu falliciser Nora, puisqu'il a eu accès, peut-être par sa structure, peut-être parce que c'était un grand artiste, en tout cas, au patou, enfin, il a eu accès chez elle aux deux jouissances, à la fois. Merci, Voilà. Merci Francesca.